Produit par Binge Audio. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 3e saison de Show Dedans. Ça a été une aventure et des rencontres incroyables et je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accompagnée et d'être toujours là. Il vous est sans doute déjà arrivé de voir passer une belle femme de 50 ou de 60 ans avec des cheveux tout blancs. Peut-être comme moi, vous vous dites « c'est magnifique », mais je suis pas prête à assumer. Trop peur de faire vieille. Elles sont peu nombreuses, en effet, à avoir fait un étendard de cette crinière blanche. Il y a la journaliste Sophie Fontanelle, bien sûr, qui en a fait un livre. Il y a quelques actrices et aussi Tatiana de René. Alors vous vous dites peut-être, Claire, tu vas vraiment nous faire un épisode sur les cheveux là ? Surtout que tu as une écrivaine super. Alors vous me connaissez. Tout ça m'emmène à réfléchir avec vous sur le droit des femmes à vieillir en paix. Avec Tatiana de René, donc, on va parler de ménopause, de romans et de la vie avec des cheveux blancs. Bonjour Tatiana. Bonjour Claire. Je suis ravie de vous recevoir. Comme promis, on va parler de vos romans, mais je voudrais d'abord qu'on parle de vos cheveux. Parce que vous avez cette chevelure blanche, magnifique, depuis très longtemps. Et vous m'avez même dit, alors c'était un clin d'œil, vous m'avez dit avant Sophie Fontanelle. Ah oui, bien sûr. Sophie Fontanelle a écrit son magnifique livre, il me semble que c'était en 2016 ou 2017. Ouais. Et moi, on a à peu près le même âge. Et moi, j'ai décidé de faire ce coming out silver en 2001. Donc, j'avais à peine 40 ans, en fait. Et vous aviez déjà des cheveux blancs ? Oui, ça a commencé très tôt. C'est héréditaire. J'ai eu mon premier cheveu blanc. Je devais avoir peut-être 19 ans. Mm-hmm. Et effectivement, ça a été tout de suite un problème. Parce que on ne peut pas avoir des cheveux blancs jeunes, soi-disant. Ce qu'il faut, d'ailleurs, en plus. On peut tout à fait les avoir, mais il y a, à cette époque-là de ma vie, on m'avait vraiment fait comprendre que, mais non, tu dois te teindre les cheveux, c'était une injonction. Donc j'ai commencé à les teindre très tôt. Mm-hmm. Et je suis rentrée dans cette spirale de teinture qui a duré peut-être 10 ans, 15 ans. Donc à la trentaine, quarantaine, quoi. C'est ça. Ouais. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais j'en ai un peu marre. En plus, ça repoussait. Il y avait ça de racines, en plus ça fait négliger quand il y a des racines. Ouais. Donc j'étais vraiment coincée là-dedans. Et puis à l'époque, je précise, personne n'avait les cheveux blancs, à part peut-être Elisabeth Quint. Oui, la présentatrice d'Arte. Et Annie Lemoine. Ouais, qui est aussi une présentatrice. Voilà, mais on était un peu seuls là-dedans. Et donc j'ai décidé d'affronter le regard familial, le regard amical, le regard professionnel. Et la repousse a été douloureuse, difficile. Donc je vous préviens, si c'est votre cas, accrochez-vous. Ce n'est pas évident. Mais c'est-à-dire la période de transition, oui, c'est ça, entre guillemets. La repousse, ouais. En fait, c'est long. Avant que les cheveux prennent leur couleur blanche. Ouais. C'est très, très long. Et là, vous subissez un peu le regard des autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé et que c'est plus simple pour les femmes de faire ça. Il y a même des groupes sur Facebook privés où il y a énormément de femmes de tous âges qui viennent parler de leur transition, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Et je pense qu'aujourd'hui... C'est dingue quand même. Oui. C'est chargé de sens quand même. Mais transition, bien sûr. Attention, vous allez passer d'une couleur de cheveux non blanche à des cheveux Donc gris. Je pense qu'aujourd'hui, on fait moins de remarques quand même à une femme qui a des cheveux blancs. Une femme, on va dire, jeune de 30 ans ou de 40 ans, on lui ferait moins de remarques, je pense, aujourd'hui que quand j'ai commencé. Ouais. Et là, j'en ai eu de toutes les couleurs. Mais quand même, le fait qu'il y ait des groupes Facebook de soutien, parce que ça, c'est vous qui me l'avez appris, ça montre à quel point c'est pas une évidence du tout d'assumer ses cheveux blancs. Non, ce n'est pas une évidence du tout. Et franchement, aujourd'hui, je ne le regrette pas. Peut-être que ça me vieillit. Mais je m'en fiche complètement. Mais non, c'est sublime en fait. Non, mais peut-être que ça me vieillit et qu'on se dit, mais quel âge a cette dame ? Elle a 70 ans, elle a 75 ans. I don't really care. Je me dis que d'abord c'est moi et ensuite c'est un statement. C'est un manifeste. C'est ça, c'est un manifeste. C'est-à-dire, et ce n'est pas du laisser aller. Ce n'est pas parce qu'on a des cheveux blancs qu'on se laisse aller, qu'on n'est pas coquette, qu'on ne prend pas soin de sa peau, de son corps. Mais maintenant, il y a plus en plus de femmes qui ont les cheveux blancs. Et même, dans la mode, on voit des mannequins qui ont les cheveux blancs. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de plus simple, même si, j'avoue que
de temps en temps, je croise des femmes qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent « mais j'aimerais tellement faire comme vous, mais je n'ose pas parce que mon mari, parce que mes enfants, Exactement. parce que mes amis. » Et moi, je vous fais cette confession, c'est la même chose. Hein. Alors peut-être parce que je me dis ça va être gris, ça va être moche, ça va pas être comme vous. Oui, non, mais attendez, au début, c'était gris. Ouais. Et c'était assez spécial. Mais c'est une couleur, en fait. Et vous ne pouvez pas savoir de quelle couleur ça va être tant que vous n'avez pas essayé. Et il faut vraiment laisser pousser pour voir comment ça va avec votre peau, etc. Moi, je pense que ça vous irait très bien. Et bien, prochaine étape, alors. Et ce qui est intéressant, Citatena, c'est que vous voulez porter long. Et c'est pas anecdotique parce que souvent, à partir de 50, 60, on dit aux femmes, vaut mieux tout couper, comme si on ne pouvait pas garder ses attributs de féminité, de cheveux. Et là, je suis en train de les laisser pousser parce que j'ai envie de faire un effet chignon, parce que je trouve que c'est assez joli, les chignons. Mais je ne sais pas encore les faire, mais je vois qu'il y a des tutos sur TikTok. Donc, je pense qu'on peut avoir les cheveux blancs ou gris longs et qu'après tout, c'est d'abord le regard que vous posez sur vous-même, d'acceptation. Peut-être qu'il y a des jours où, effectivement, où vous pouvez vous dire « Oh, ça me vieillit, oh, ça me fatigue », mais de toute façon, il y a bien un jour où vous allez devoir prendre la décision, à moi, il y a des femmes qui sont blanches jusqu'à dans leur blondes ou brunes jusqu'à dans leur cercueil. Dans ma famille, il y a des femmes avec très âgées. Quelques petits artifices alors. Mais c'est ça. Oui. Donc il y a un moment où toute femme, et peut-être tout homme d'ailleurs, se pose cette question de mais alors, est-ce que je vais me teindre les cheveux toute ma vie ? Est-ce que je vais être coincée là-dedans ? C'est un esclavage en plus. Hein. Mais oui, puis c'est pas bon pour les cheveux. Donc, en fait, une fois que vous avez pris cette décision, une fois que vous avez passé par la repousse pénible, bon, vous vous débrouillez, vous coupez peut-être un peu plus court, vous mettez les chapeaux, enfin bref. Tout d'un coup, vous allez voir qu'en plus, il y a une espèce de sororité avec les Silver Sisters, comme on s'appelle. C'est joli. Quand vous croisez une femme qui n'est pas teinte, qui a les cheveux longs et blancs dans la rue, c'est comme un appel de phare, en fait. Ah, c'est drôle. On se reconnaît. Ouais. On se fait un petit sourire. Et on se reconnaît entre femmes qui assument. Qui assument de vieillir, qui assument de vieillir. Ouais. Moi, je vous dis honnêtement, je n'ai pas peur que mes cheveux blancs, peut-être qu'on pense qu'effectivement je suis beaucoup plus âgée, ce n'est pas grave pour moi. Ce n'est pas un problème. J'ai bientôt 64 ans. C'est écrit partout, sur Wikipédia, donc je ne vais pas commencer à mentir sur mon âge. Je me dis, quand on a les cheveux blancs depuis longtemps et qu'on va les garder jusqu'à la fin, finalement, on ne sait pas très bien quel âge on a. Et pourquoi, d'ailleurs, est-ce qu'on devrait toujours mettre un âge pourquoi est-ce qu'on est obsédé par l'âge, au fond ? Pourquoi est-ce qu'on dit « Ah, elle a tel âge, ses cheveux la vieillissent » ou alors et on en vient au débat de la chirurgie esthétique. C'est le step d'après, en fait. Pourquoi on en fait ? Pourquoi on n'en fait pas ? Et j'ai envie de vous dire que les femmes qui se teignent les cheveux, c'est leur droit. Comme les femmes qui font de la chirurgie esthétique, c'est leur droit. Moi, j'ai choisi de ne pas me teindre les cheveux et ne pas faire de chirurgie esthétique. Peut-être que je fais plus âgée. C'est un risque que je prends, mais ça n'entame pas une sérénité que je voudrais avoir vis-à-vis de moi-même, c'est-à-dire de pouvoir regarder dans la glace et accepter cette femme vieillissante qui vient sans me dire « je dépose les armes et ma vie est finie ». Je pense que vous faites énormément de bien à nos auditrices. J'espère. Qui se disent moi je pourrais jamais le faire ou qui voient avec horreur leur chevelure devenir gris. Je pense que ça fait du bien d'entendre des femmes comme vous dire ça. Et on va parler tout à l'heure du Festival de Cannes, parce que vous avez monté les marches, vous étiez absolument resplendissante. Mais c'est là où vous avez vu la différence, effectivement, avec les injonctions du métier, notamment dans le cinéma. Mais juste, parce qu'on va reparler de ça après, je voudrais quand même qu'on revienne à votre jeunesse, parce que lorsqu'on s'est parlé pour préparer cet entretien, vous m'avez dit, dans ma famille, on est un peu obsédé par l'apparence, etc. Et donc, cette histoire de cheveux, en fait, ça devenait très important, et on me faisait des remarques sans arrêt. Il fallait se mettre dans une sorte de moule, en fait, esthétiquement. Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir ces fameux cheveux blancs, qui sont héréditaires d'ailleurs, je vous signale, on m'a fait comprendre qu'il fallait quand même que je les teigne, parce que tout le monde était teint dans ma famille. Ah ouais. Tout le monde a les cheveux teints. Je suis pratiquement la seule à pas avoir les cheveux teints, encore aujourd'hui. Et donc ça a été mon premier acte de rébellion, de ne pas les teindre, de les assumer.
Et j'ai subi des remarques pas très sympathiques de mon entourage. Je ne vais pas les dire ici. Mais quand on vient d'une famille, effectivement, qui est tellement obsédée par l'apparence, la minceur, il faut être mince, bronzé, sportif, voilà. Et ben, on rappelle quand même, Tatiana, qui sont vos parents, Joël de René, oui. Stella de René, donc un grand sportif. Que j'adore. Un grand surfeur, voilà. notamment, donc un grand scientifique à la base, mais qui a contribué à démocratiser le surf en France. Un tonton, Arnaud de René, qui était un aventurier, etc. Donc c'est vrai que c'est une famille qui a beaucoup de panache. Et en quelque sorte, on vous a dit, attends, tu rentres pas dans le moule si tu ne joues pas le jeu de l'apparence. Et moi, j'ai prouvé qu'on peut avoir du panache avec des cheveux blancs. Voilà, et qu'on peut monter les marches au Festival de Cannes avec des cheveux blancs et sans ressembler à, on va dire quoi, une dame âgée un peu fatiguée. Ouais. Et l'âge, c'était un problème dans votre famille. Oui. Ouais. Ça a été un problème pendant assez longtemps. On nous a fait croire que mes parents avaient le même âge, alors qu'en fait, ma maman était un peu plus âgée que mon père. Ah oui ? Et on nous a fait croire qu'ils avaient le même âge. Et moi, j'ai découvert le poteau rose en découvrant leur passeport. Et on m'a expliqué qu'on avait peur que je sois choquée par la différence d'âge, qui est minime, je vous signale tout de suite. Combien ? Peut-être 3 ans et demi. Ah oui, en effet. Voilà. Mais je pense que beaucoup de cette génération, peut-être de 68 arts, ont été les corps, il fallait être nu, il fallait être bronzé, il fallait être mince, il fallait faire ci. Et effectivement, les cheveux blancs, ça rentrait pas du tout dans l'histoire, parce que ça faisait vieux. Et on vous a dit, quand vous êtes devenue écrivaine, romancière célèbre à 46 ans, elle s'appelait Sarah, on vous a dit, dans votre entourage, il faut que tu teignes les cheveux pour passer à la télé. C'est ça. On m'a dit ça. C'est drôle. Et c'est là où je me suis dit, jamais. Jamais. Et puis, en fait, maintenant, ces cheveux blancs sont devenus ma marque de fabrique. Je ne peux pas faire une télé, une radio sans qu'on m'en parle. Ouais. Et ça fait combien de temps que ça va faire bientôt 24 ans que Mais ça aussi, c'est fou. Parce qu'imaginez un homme de votre âge, on lui fait pas tout un truc sur ses cheveux. Mais non. Alors, je sais bien que nous aussi, là, ça fait 20 minutes qu'on est en train de parler de cheveux, mais c'est pour dire quelque chose. Je sais. C'est pour dire que notre société, le regard sociétal a du mal avec la femme qui vieillit. Et on aurait pu croire qu'avec le temps qui passe, voilà, mais des cheveux blancs restent un sujet assez tabou. Ouais. Et dans certains pays, comme l'Italie ou l'Espagne, par exemple, on me regarde comme une bête curieuse. Les pays latins, alors. Tout le monde est archi-teint là-bas, les hommes aussi. Ah ouais. Enfin, il y a des femmes italiennes très élégantes qui se teignent pas les cheveux et voilà, qui sont connues d'ailleurs. Mais vous sentez le regard quand même dans ces pays-là. Ah, je sens le regard un peu stupéfait. Et les Américaines se sont mises assez récemment à embrasser les cheveux blancs, à pouvoir les accepter. Et d'ailleurs, sur Instagram, des vidéos incroyables d'Américaines aux cheveux blancs d'un certain âge, magnifiques. Et c'est une façon de porter ses armes, en fait. C'est faire partie d'un club. Moi, j'aime bien faire partie de ce club. Et sur cette page Facebook dont je vous parle, qui s'appelle, je crois, Cheveux gris et cheveux blancs, il y a des encouragements, il y a des femmes qui doutent, elles posent des photos, les gens répondent « mais non, allez-y, ça va bien vous aller », c'est formidable. Ça devient un truc militant. Très bienveillant, oui, mais bienveillant. Militant. Alors vous êtes franco-britannique, Indeed. Vous revendiquez indeed cette double nationalité. D'ailleurs, vous n'avez pas envie de choisir parce qu'elle vous constitue toutes les deux. Est-ce que avoir ce côté brit, ça vous aide à prendre du recul parce qu'on a moins peur des looks un peu plus affirmés? C'est vrai. C'est vrai que moi qui ai passé beaucoup de temps en Angleterre, j'ai fait mes études là-bas et j'étais punk à l'époque. Alors on a du mal à le croire quand on me voit aujourd'hui, mais j'étais une... C'est la vraie punk avec la crête vraie punk avec la crête et tous les trous dans les oreilles et le blouson en cuir avec écrit « No Future », etc. Et c'est vrai que j'ai remarqué que les Anglais, ils ont ce côté un peu détaché. On vous scrute pas comme ça dès que vous arrivez quelque part. Il y a beaucoup d'humour aussi. Il y a beaucoup d'humour. Les Anglais ont peut-être un humour un peu plus assez particulier d'ailleurs. Donc je pense que alors les choses ont changé aujourd'hui. Maintenant avec l'avènement d'Instagram, la chirurgie esthétique, je pense qu'on est devenu, on a une espèce de c'est tellement important maintenant comment on est physiquement. Et ça fait des ravages d'ailleurs sur des femmes beaucoup plus jeunes qui se posent déjà des questions à l'âge de 25-30 ans sur leur chirurgie esthétique. Donc pour elles, les cheveux blancs, je pense que ça doit être un cauchemar. Inimaginable, ouais. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'impression forcément qu'on aille dans le bon sens
avec les générations qui arrivent là et qui sont effectivement très dans le paraître. Mais enfin, on va pas faire c'était mieux avant, voilà. Mais donc oui, pour rester sur la culture anglaise, moi j'ai remarqué aussi que par exemple la ménopause, c'est quelque chose qui est beaucoup moins tabou. Il y a des femmes connues qui font des livres, qui deviennent très, très militantes de cela. C'est moins tabou là-bas que ça peut l'être en France. Alors, je vais vous raconter une histoire. J'étais, il n'y a pas très longtemps, en Norvège pour la sortie de mes livres là-bas. J'aime beaucoup aller en Scandinavie. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance absolument formidable quand on promeut un livre. Et mon éditrice m'a dit qu'il y avait des émissions sur la ménopause, pas du tout à des heures, genre à 1h du matin, mais aux heures de pointe. Et que tout le monde regardait, les hommes aussi. Ah oui ? Oui. Ah, intéressant. Pour comprendre. Oui, pour comprendre. Et ce n'est pas tabou. Ce n'est pas notre vie est finie. C'est une transition, en fait. Et on va revenir à ce mot-là. Moi, je pense que la ménopause est une transition. Et pour moi, personnellement, c'est une libération. Vraiment. Donc, vous l'avez plutôt bien vécu, vous ? Alors, j'ai eu des petits problèmes comme tout le monde. J'ai eu des problèmes d'articulation et de grosse fatigue. Peut-être pas de très bonne humeur. Mais j'avais exactement 50 ans quand c'est arrivé. Mais après, je me suis sentie très libérée de beaucoup de choses. De plus avoir les règles, par exemple, qui étaient cauchemardesques pour moi et difficiles. Je me suis sentie... J'avais l'impression que j'avais mué, en fait. Et j'ai comme un papillon, quoi. Oui, j'ai commencé à me sentir vraiment mieux à 50 ans qu'à 40. Et je me sens définitivement mieux à 60. Alors ça, c'est un grand motif d'espoir, parce que vous parliez de transition. Oui, et donc j'attends avec impatience mes 70. D'ailleurs, je dis souvent que j'ai déjà 70 ans, un peu par culot. Les gens disent « Oh, vous êtes bien pour 70 !» Mais en fait, je les attends avec impatience. Et quand je vois des femmes comme Meryl Streep, par exemple, ou Helen Mirren, qui en a 80, qui sont des icônes flamboyantes et qui en plus ne sont pas... Elles ont peut-être fait faire de la chirurgie esthétique, mais elles se ressemblent. C'est léger. Ouais. Oui. Je me dis, moi j'ai encore peut-être des années flamboyantes devant moi. Avec et donc ça vous angoisse pas de vieillir, de perdre votre beauté? Parce que pour beaucoup de femmes, cette transition-là, c'est ça qui est difficile. C'est de dire adieu à sa jeunesse, en quelque sorte. Alors, je vais vous faire une confidence, puisque nous sommes entre nous. J'ai été une adolescente extrêmement complexée. J'ai beaucoup souffert de TCA, troubles du comportement alimentaire. Ça m'a pourri la vie pendant 20 ans. Je me suis fait vomir pendant 20 ans pour rester mince. J'en ai parlé que très récemment. Ça a été là aussi une sorte de coming out pour moi. Et je me rends compte que nous avons été beaucoup de femmes à souffrir de ce problème de ne pas s'accepter, de se voir comme toujours un peu trop ronde, etc. Donc, quelque part, j'ai appris à poser un regard apaisé sur moi-même et de ne pas me prendre au piège du regard que les autres pourraient poser sur moi. Parce que je pense que c'est ça, en fait, le début du mal-être, c'est se projeter sur comment on pense que les autres vous voient. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à votre question. Complètement. Mais je pense que donc, en fait, on souffre à 30 ans, 20 ans. Ah, mais c'est terrible. Moi, du regard des autres. Mais j'étais une adolescente, une jeune femme très complexée, en fait. Je ne m'aimais pas. Je ne pouvais même pas aller... Il y a des étés où je ne pouvais pas aller sur la plage, alors que je n'étais pas ronde. Donc, en fait, quelque part, je rattrape le temps perdu et je me fiche éperdument de ce qu'on pourrait penser de mes cheveux, de mon corps. Je m'en fiche. Et d'ailleurs, de toute façon, on parle souvent du fait que les gens ne vous regardent plus à un certain âge. C'est vrai. On devient invisible. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas. J'ai toujours trouvé le regard masculin très lourd. Ça m'a toujours déplu qu'on me regarde avec insistance, qu'on me déshabille du regard. Je n'ai jamais aimé ça. Ça ne m'a jamais fait kiffer du tout. Et donc, d'être libérée de ce regard masculin lourdeau a été aussi une libération. Et maintenant, si on me regarde, soit c'est parce que quelqu'un, ça arrive de temps en temps, a lu un de mes livres et voudrait me le dire, soit c'est parce qu'on dit « j'adore vos cheveux », sans savoir qui je suis. Voilà, on y revient. On revient aux cheveux. Ou alors on ne me regarde pas et c'est merveilleux. L'important, c'est que l'homme de ma vie me regarde. L'important, c'est que c'est lui, en fait. C'est pour lui que j'ai envie d'être belle. C'est lui j'ai lu dans une interview qui disait que vos cheveux, c'était poivre et sexe, oui, c'est ça? Alors maintenant, il n'y a plus beaucoup de poivre, c'est devenu totalement sexe.
J'adore, Tatiana. Vous parlez de libération, ça fait du bien. Je pense que ça fait vraiment du bien mais c'est un long chemin. Ouais. Et j'ai envie de vous parler juste une minute de Jodie Foster, qui a exactement mon âge. Et elle disait à un moment, dans son français parfait, « La soixantaine est un super pouvoir, parce qu'on est totalement libéré du regard qu'on pose sur vous, de ce qu'on peut penser de vous. Et c'est merveilleux. » Et donc, merci Jodie Foster. J'ai gardé cette petite vidéo et je la regarde avec son magnifique visage, ses jolies rides d'expression, ses belles dents, elle est superbe. Donc voilà, Jodie Foster est mon modèle. Et ben ouais, on comprend, c'est vraiment une actrice géniale. Alors, on va parler de vos romans parce que vous avez une actualité forte en cette rentrée. C'est un de vos romans qui paraît au cinéma. Alors, c'est pas le premier, mais en l'occurrence, c'est Les Fleurs de l'ombre qui devient Dalloway au cinéma. Et quand je vous ai demandé, avant cet entretien, quel personnage pourrait m'aider à mieux vous connaître, vous m'avez dit Clarissa, justement, dans Les Fleurs de l'ombre. Elle est celle qui me ressemble le plus, avez-vous dit. C'est votre double ? Alors non, pas vraiment dans le sens où je me mets jamais dans mes livres, ça va peut-être venir un jour, j'essaierai peut-être l'autofiction. Mais Clarissa est franco-britannique comme moi, et j'avais envie de parler de ce que c'est que d'écrire et de penser dans deux langues, parce que c'est très particulier au fond, et d'appartenir à deux patries, en plus qui détestent, qui aiment se détester, on va dire, qui sont ennemis héréditaires. Donc je lui ressemble pour ça, et elle a un côté un petit peu parano que je lui ai donné, puisqu'elle va emménager dans cette résidence artistique hyper surveillée, et elle va être persuadée qu'on l'espionne pour lui pomper sa matière grise. Et cette paranoïa, moi je l'ai, vis-à-vis de l'IA, bien sûr, comme beaucoup d'écrivains. Et puis, elle a un côté très rebelle, Clarissa. Elle va quitter son mari qui a fait un truc épouvantable. Alors ça, c'est pas dans le film, mais c'est dans le livre. On va pas spoiler alors. On va pas dire ce que c'est, mais c'est très très dur. Ouais. C'est très très dur. Et donc, elle a un côté badass que moi j'aime bien. Donc c'est en ça qu'elle me ressemble. Et puis, c'est aussi une héroïne assez âgée. On la suit pendant toute sa vie. On commence à la suivre, elle a 30-40 ans, et puis à la fin du livre, elle en a 70. Et je me souviens, Claire, qu'on m'avait dit « Ah, mais elle peut pas avoir 70 ans, tu peux pas le dire, ça fait trop vieux. Personne va s'intéresser à une héroïne de 70 ans. » Et ça m'avait tellement énervée que du coup, j'ai pas mentionné son âge. On peut le calculer très rapidement à partir de quelques dates. Le livre se passe en 34. En 2034. En 2034, oui. En 2034. Mais ça m'avait tellement énervée qu'on puisse me dire « Tu ne peux pas avoir une héroïne de 70 ans alors qu'elle est rebelle. » C'est très intéressant ce que vous dites. Ah non, mais ça m'énerve. Pourquoi est-ce qu'on devrait... Parce que j'allais vous dire, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'héroïnes de cet âge-là au centre d'un roman. Mais non. Et que donc, grâce à vous, il y en a une aujourd'hui. Mais oui, il y en a une. Et puis... Comme si les femmes de 70 ans n'intéressaient plus personne. Mais c'est faux, ce que vous nous dites, c'est faux. Puis regardez Gisèle Pellicot, qui nous a tellement bouleversés. Je trouve ça absolument lamentable de dire qu'une femme, dès qu'elle a passé 70 ans, ou 60, on va dire, devient inintéressante. C'est absolument faux. Et alors, c'est très drôle. Donc, ce film tiré des Fleurs de l'ombre Dalloway sort le 17 septembre au cinéma. C'est Yann Gozlan, le réalisateur de Boîte Noire, qui l'a adapté, avec Cécile de France, dans le rôle de votre héroïne. Oui. Alors, on ne va pas critiquer ce choix-là, mais quand même, ça dit quelque chose sans doute du cinéma. C'est-à-dire qu'elle n'a pas 70 ans. Non, mais ça, il a fallu aller chercher une femme de 20 ans de moins. Vous savez, c'est pas la première fois que ça m'arrive au cinéma. On a pris toujours des actrices plus jeunes que les rôles. De mes héroïnes. Ça dit beaucoup de choses aussi. Beaucoup de choses. Et donc, ce qui est merveilleux avec Cécile de France, c'est que d'abord, elle incarne parfaitement cette Clarissa blessée pour plein de raisons. Le film prend beaucoup de liberté avec mon livre et je le trouve excellent. Et il a raison de le faire. Et donc, cette Clarissa, elle est blessée pour d'autres raisons. Elle est très convaincante. Elle est très émouvante. Le film est glaçant. En fait, il prend le propos de mon livre qui est « Méfions-nous de l'IA ». Je vais pas spoiler, mais accrochez-vous, c'est un film magnifique et elle est magnifique et très très crédible dans ce rôle de cette romancière perdue et qui va être grignotée petit à petit par son IA. Et d'ailleurs, on se demande si vous ne seriez pas un petit peu devin à vos heures, parce que vous avez souvent écrit des choses qui finissent par se produire. Donc, je sais.
Là, vous parlez d'attentats vraiment qui rasent quasiment tout le 7e, le quart de Paris. Vous parlez des fleurs et des plantes qui ont disparu, de canicules. Abeilles. Bon, on espère que ça n'arrivera pas tout de suite. Mais vous avez quand même donné une note d'espoir. C'est ce qu'attendent vos lectrices et vos lecteurs, vous pensez ? Après ce livre-là, il fallait vraiment que j'ai une fin lumineuse. Alors, encore une fois, les fins ouvertes ne plaisent pas à tout le monde. Moi, je tiens ça de ma chère Daphné du Maurier. Ouais. Donc, je continuerai à en faire. Je me pose beaucoup de questions sur la fin du livre que je suis en train d'écrire, qui est un roman d'amour. Première fois que je m'attaque à l'amour, donc je suis encore dans les affres de est-ce que je vais faire un happy end, cucu, ou est-ce que je vais laisser mes lecteurs pantelants sur un cliffhanger effrayant, je ne sais pas encore. Suspense terrible. Alors, pour revenir à Clarissa dans ce roman Les Fleurs de l'ombre, c'est un personnage très intense, comme toutes les femmes dans vos livres. Elle vit une grosse période de crise. Et d'ailleurs, elle a peut-être du mal à vieillir elle-même. Je vais vous lire un passage qui m'a interpellée. Il l'avait regardée attentivement, comme pour la première fois. Clarissa savait ce qu'il pensait. Qu'elle avait dû être belle autrefois. Elle l'était encore, curieusement. Pourquoi curieusement ? Parce que je me mets dans la peau du jeune homme qui la regarde et qui se dit une femme de 70 ans ne peut pas être belle. Alors qu'évidemment Clarissa est belle, bien sûr qu'elle l'est. Mais c'est encore une fois, rousse aux yeux verts. Elle se teint les cheveux. Elle a les yeux bleus. Elle se teint les cheveux, donc elle a du mal peut-être en roux à s'assumer, elle. Ouais. Elle veut pas avoir les cheveux blancs, elle explique. Non, mais ça me rappelle... Alors, l'actrice Valérie Caprisky est venue à votre place dans Chaud dedans. Elle m'a dit que les scénarios pour les femmes de plus de 45 ans regorgent de ce cliché, justement, scénaristique. Une femme d'un âge mûr, on voit qu'elle a été belle. C'est affreux, cette phrase. C'est horrible. Non, mais comme si on ne pouvait pas être belle, effectivement, vous le dites. Non, mais c'est horrible. À 40, 50 non, mais ans, 60. je reviens sur Helen Mirren. Quand même, que j'ai beaucoup posté des stories sur elle récemment parce qu'elle est tellement époustouflante. Quand elle arrive quelque part, d'abord, elle a une silhouette de dingue. Elle porte des robes absolument incroyables. Et puis, elle a cette espèce d'assurance, de côté coquin. Et puis, à un moment, elle a fait une interview il n'y a pas très longtemps où elle dit « J'en ai marre, j'ai 80 ans et j'en ai marre que les jeunes journalistes disent « I'm sweet ». Que je suis gentille. Mignonne. Elle me dit « I'm not sweet ». C'est ça, c'est l'image de la grand-mère, quoi. Bah oui. Comme si on ne pouvait pas avoir un peu plus de nuances que ça, même quand donc, en fait, je pense que tout ça, c'est une histoire un petit peu aussi d'une certaine rébellion. Il faut avoir ce petit courage en soi de se dire je ne suis pas comme les autres. Je me démarque. Peut-être que ça choque, peut-être que ça dérange, mais c'est comme ça. Et peut-être que vos idoles vous y aident, parce que vous citez très souvent Virginia Woolf et Patti Smith. Oui, exactement. Ce sont des femmes qui se sont affranchies très vite des injonctions Absolument. De beauté, d'esthétique, Absolument. de bonne conduite. Absolument, elles m'aident et elles sont, j'ai des photos d'elles dans mon bureau. Et ma chère Daphné du Maurier, qu'elle aussi ne se teignait pas les cheveux et qui assumait ses rides. Elle s'en plaignait d'ailleurs dans son journal. Elle disait « Pourquoi est-ce que je suis tellement ridée ?» Et son fils lui disait « Mais parce que tu te mets trop au soleil. » Alors justement, on en parlait tout à l'heure. Vous m'avez dit votre grande fierté à monter les marches à Cannes. Vous étiez sublime d'ailleurs. Et vous étiez une des seules femmes pas retouchées. C'est vrai, avec des cheveux blancs. Mais oui. Ouais. Écoutez, c'est comme ça. Donc il y avait une fierté chez vous. Vous disiez quand même. Je vais pas dire que c'est une fierté. Différente. Je vais dire que c'est une espèce de... comme une satisfaction, en fait, de me dire, ce n'est pas parce qu'on a un certain âge, qu'on n'a pas fait de chirurgie esthétique. Bon, la robe a beaucoup aidé. Pour la montée des marches. Oui, ouais. C'était une robe sublime. Prêtée par un grand couturier. Ouais. J'ai aussi eu la chance d'être coiffée, d'être maquillée par une équipe charmante. Donc tout ça, ça aide, beaucoup. Mais c'était un moment merveilleux pour moi parce que d'abord, oui, vous l'avez dit, j'ai des films adaptés, mais je n'ai jamais monté les marches. C'est un moment complètement incroyable de monter les marches. Et j'aime le film de Yann Gosselin, donc je veux l'encourager, je veux porter ce film. Donc ça reste un souvenir assez incroyable pour moi quand
quand j'ai des journées de blues où je doute de ce que je fais, ce qui arrive quand même très souvent, parce que je doute beaucoup de mon travail, surtout en arrivant à la fin d'un roman, c'est le pire moment où on se dit « mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que ça va être intéressant ?» Et bien tout d'un coup, je me revois sur les marches avec toutes ces équipes, ces actrices merveilleuses, Anna Mouglali, Cécile de France, Mylène Farmer. Et je me dis « bon, j'ai fait ça une fois dans ma vie. » C'est comme une petite image qui est coincée dans ma tête. Et c'est vrai que vous parliez de Hélène Mirren. Il y a très peu de femmes dans le cinéma qui osent faire leur âge, entre guillemets. Oui. Je pense à Andie MacDowell, par exemple. Vous avez vu l'espèce de hype autour de Pamela Anderson aussi, qui ne se maquille plus. Mais c'est merveilleux, elle est tellement jolie. Mais oui, mais en même temps, on dit, mais quel courage extraordinaire, encore une fois, comme si se montrer... au naturel. Peut-être que les choses sont en train de changer, je ne sais pas. Peut-être que enfin il y aura une bienveillance. En tout cas, c'est rafraîchissant de voir ça et de voir cette femme qui était la bimbo par excellence. Et se renaître de cette façon. Et quant à Andie MacDowell, elle est magnifique. Elle est trop belle. Elle est juste magnifique. Alors, il y a une chose qui a disparu du film. Effectivement, je veux pas trop dévoiler ce qui se passe dans le roman, mais c'est le sexe avec une intelligence artificielle. Oui. Ça existe déjà. Il y a des robots qui sont très bien faits. Bien sûr. Vous savez, j'ai écrit ce livre il y a 5 ans, mais on a été rattrapé par beaucoup de choses. Et c'est comme ça que vous voyez ce monde-là, ultra-individualiste, la misère sexuelle qui nous guette. Mais vous savez, j'ai lu un article assez triste, il n'y a pas très longtemps, sur le fait que aujourd'hui, la libido des gens est en berne depuis le Covid, je ne sais pas très bien pourquoi, mais bon, et que les jeunes, beaucoup préfèrent, soit ils ont des applications, soit beaucoup de gens restent chez eux avec leur téléphone, alors on peut imaginer ce qu'ils font avec. Oui, c'est triste ce monde moderne et un peu froid, où il n'y a pas vraiment de contact humain finalement, tout passe par un écran, ou alors par une machine ou une intelligence artificielle. Je retiens le mot artificiel. Où allons-nous ? Et puis pour vous, pour la création artistique, pour les romanciers, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Vous savez, j'ai fait un test sur ChatGPT. Je lui ai demandé d'écrire en anglais et en français dans mon style à moi. Ah ouais ? C'était assez édifiant. Oh là là, c'est tellement flippant. Il est allé chercher tous les thèmes qui m'intéressent, les lieux, les secrets de famille, et tout en me disant avec des petits smileys, tu veux que je continue dans le style de Tatiana Droney ? J'ai dit non, ta gueule, merci, au revoir. Là, vous venez de mettre la main sur votre dernier livre, je crois, où vous êtes dedans là. Je suis dans la fin de mon... Je dois le rendre incessamment sous peu, donc voilà, si je parais un peu fébrile, c'est parce que je vis dans un monde parallèle, je vis dans la fin de ce livre. Et alors, le pitch en 2 mots ? Mais non, attendez, vous rigolez. Non, c'est beaucoup trop tôt. Je vous dirais simplement... Sur l'amour, donc. Oui, il y a une question... En fait, je n'ai jamais parlé d'amour, j'ai toujours parlé de désamour. J'ai toujours parlé de tromperie, d'infidélité, de drame. Donc là, je m'attaque à l'amour, tout en essayant d'être optimiste. Je le suis. Mais attention, c'est pas une romance. C'est pas une petite histoire d'amour. C'est beaucoup plus compliqué et ça parle aussi d'écrivains. Mais je vous dirai pas comment ni pourquoi. C'est inspiré de faits réels ? Vous aimez bien ça, vous inspirer de faits réels ? Oui, mais j'aime bien m'inspirer de faits réels tout en tordant le cou à ces faits réels pour en faire quelque chose de faux qui ressemble totalement à du vrai. Ça, c'est ça ma marque de fabrique. On a hâte. Oui, j'espère. Merci. Merci beaucoup, Tatiana Droney, d'avoir inauguré la 3e saison de Chaud dedans. I'm very proud. C'était vraiment un moment d'échange passionnant. N'hésitez pas, évidemment, chers auditeurs, chères auditrices, à vous abonner, à nous laisser des commentaires et des étoiles, s'il vous plaît, sur les plateformes de diffusion. Et n'hésitez pas à me laisser des messages également sur le compte Instagram du podcast. Ça me permet de mieux vous connaître, entre autres. En attendant, passez une très bonne semaine et prenez soin de vous.